Impérial salutations. Ici Cypher, et aujourd'hui, on se retrouve pour établir un classement des meilleurs coups de pression dans l'attaque des titans. L'univers de l'attaque des titans est une œuvre immergée dans une constante tension. Ne mentez pas, si je vous dis coup de pression dans les séries, vous pensez forcément à l'attaque des titans. Un assemblage intense d'actions, de regards percutants et de menaces aux conséquences cataclysmiques. Bien sûr, établir un classement pour le simple plaisir de le faire n'est pas vraiment le délire de la maison. Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler en quoi ces moments constituent des instants de tension et donc ce qu'ils peuvent nous enseigner, tout en les classant dans le but de trouver le coup de pression ultime de la série. Rien n'est plus captivant dans les séries et les films que les moments où un personnage, voire plusieurs, exerce une pression sur un élément perturbateur dans une situation où la plupart opteraient pour l'inaction ou la fuite. Ces moments révèlent la puissance et le courage d'un personnage, ou à l'inverse, s'avèrent gratifiants en montrant qu'un individu que l'on pensait inébranlable peut être mis à l'épreuve. Nous allons analyser ce phénomène à travers les scènes marquantes de l'attaque des titans afin de comprendre comment ne pas succomber à la peur et à l'inaction, puisqu'en effet, certains éléments et leviers sont indispensables pour atteindre ces objectifs. L'attaque des titans demeure sans conteste l'une des œuvres qui résonne le plus avec nos besoins et envies incessants de conquête et de réussite. Cela va donc être intéressant d'apprendre de cette série animée qui nous transmet bien plus que du simple divertissement. Ainsi, plongeons-nous sans plus attendre dans les plus grands coups de pression dans SNK. Enfin si, vous allez attendre un peu finalement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, clarifions d'abord ce qu'est véritablement un coup de pression. À mon sens, un coup de pression peut revêtir diverses formes, qu'elles soient psychologiques, physiques, verbales ou symboliques, visant à imposer une supériorité ou à créer une intimidation envers un interlocuteur ou un adversaire. L'objectif fondamental est de susciter un effet psychologique, souvent par la démonstration de puissance ou de détermination, afin d'influencer le comportement de l'autre partie pour par exemple prendre l'ascendant sur son adversaire, afin qu'il réalise qu'il n'est pas en position favorable pour négocier. Pour y parvenir, le personnage va donc exercer une pression, donc un stress, sur son opposant. Les coups de pression peuvent être perçus comme des moments où la tension monte, et ils sont souvent utilisés pour obtenir un avantage, que ce soit pour affirmer une position, obtenir des concessions, ou simplement pour marquer une présence forte. Dans leur essence, les coups de pression sont des dynamiques interpersonnelles complexes, où la psychologie et la stratégie jouent un rôle crucial. Ce dessin sert généralement à atteindre une finalité spécifique, déterminée par l'auteur du coup de pression, que ce soit pour remporter un combat, obtenir des informations, récupérer quelque chose d'important, peu importe. Un coup de pression intervient donc pour éveiller une émotion susceptible de déclencher une action en notre faveur, dans notre intérêt. Mais pourquoi ce phénomène est si captivant ? Bah c'est avant tout parce que c'est méga stylé, notamment dans les mangas où chacun se souvient tous d'un coup de pression marquant. Mais surtout, son intérêt réside dans le fait qu'ils sont souvent révélateurs. Ces instants peuvent nous en apprendre beaucoup, dévoiler une facette d'un personnage, ou nous apprendre des tactiques qui pourraient nous être utiles à tous. Je suis fermement convaincu que l'on peut en tirer des enseignements précieux. Maintenant que nous sommes armés pour les dénicher, on peut commencer. Le tumulte d'un tueur en série, fauchant impitoyablement les hommes des brigades spéciales, s'insinue dans l'enceinte des murs. Alors que Rivaille partage cette inquiétante histoire avec Nifa, un écho résonne dans sa mémoire, évoquant l'une des tactiques passées de ce tueur pour surprendre et neutraliser l'ennemi. Et étrangement, la situation actuelle est assez similaire. Et il se dit que dans une situation pareille, Kenny serait le genre à exécuter cette tactique. Ayant mûri et tiré des enseignements de Kenny lui-même, l'idée émerge lentement dans l'esprit de Rivaille, mais il réalise trop tard que la situation actuelle pourrait bien être une extension perfide des tactiques de Kenny. Au moment où il pressent quelque chose d'anormal, Kenny surgit subitement derrière lui, anéantissant Nifa d'une seule balle. Cette action perturbe instantanément Rivaille, déclenchant le coup de feu qui alerte les squads de Kenny, renversant ainsi la situation et prenant l'ascendant sur le bataillon et les brigades spéciales. Un coup de pression de psychopathe. Déjà parce que ça affecte Rivaille Ackerman. Un personnage habitué à imposer la pression aux autres et non à la subir. Surprendre le caporal Rivaille n'est pas une prouesse à la portée de n'importe qui, et cela ne peut se faire de n'importe quelle manière. Une tension palpable se construit tout au long de l'épisode, laissant flotter l'ombre de cette nouvelle menace, qui cette fois-ci n'est pas un titan, mais simplement un homme armé. Comment cela peut-il être effrayant après ce que nous avons déjà vécu dans la saison 1 et la saison 2 ? C'est là que la maestria de l'action de Kenny entre en jeu. Kenny réussit à nous surprendre malgré les événements spectaculaires que nous avons connus dans les saisons précédentes. Sa réputation d'homme ayant éliminé 100 membres des brigades spéciales et le fait de clôturer l'épisode en s'attaquant directement au soldat le plus puissant du bataillon renforce ce coup de pression. Rivaille, normalement inébranlable, se trouve non seulement surpris, mais aussi blessé, quelque chose que même un titan primaire ne pourrait lui infliger. C'est là que réside la puissance de la séquence, dépassant nos attentes forgées par les exploits passés. Frapper au moment opportun et être imprévisible peut déstabiliser même un homme d'expérience tel que Rivaille. Ajoutez à cela la connaissance approfondie que Rivaille possède de son adversaire et la connaissance de la menace qu'il représente. C'est cet aspect qu'il faut retenir. Une stratégie habile et bien pensée peut ébranler n'importe qui, pourvu qu'elle soit méticuleusement élaborée. Kenny Ackerman, en tant que mentor de Rivaille, possède une connaissance intime de son adversaire, lui permettant de le surprendre et de le piéger. Ce schéma se déploiera dans l'épisode suivant, même si Rivaille parviendra finalement à déjouer ses plans et à se sortir du pétrin, échouant toutefois dans sa mission de suivre Eren et Historia. Un coup de pression qui aura réussi à arracher un cri à Rivaille, un cri qu'on aura tous imité au moins une fois et qui s'inscrira indéniablement dans la légende, et non, je ne le ferai pas. Cette scène, aussi marquante dans le manga que dans l'anime, va bien au-delà de son aspect visuel. Elle incarne véritablement l'idée d'un coup de pression.
Eren vient d'être capturé après sa défaite face à Reiner et Bertholdt. Le bataillon parvient à les rattraper et au cours d'une bataille acharnée entre humains et titans, Mikasa, agrippé au cuirassé, réalise que Bertholdt et Eren sont enfermés à l'intérieur des mains du titan cuirassé, les protégeant ainsi des autres titans. À travers les doigts de Reiner, Bertholdt est confronté à son pire cauchemar. Mikasa le fixe avec une intensité inégalée, et à cet instant, la seule chose que Bertholdt peut espérer, c'est que Reiner reste dans cette position à tout prix. Dans cette scène, le coup de pression est remarquable tant par le regard appuyé de Mikasa que par la détermination qu'elle affiche. Ce qu'il faut tirer de la déterre de Mikasa ici, ignorer les titres. Bertholdt est le titan le plus redoutable et cela ne l'empêche pas de lui mettre un giga coup de pression, bien qu'elle n'y soit pas parvenue sans peine pour en arriver à ce niveau de détermination. Mais comment elle a pu réussir à atteindre ce niveau? Grâce à son moteur, son impulsion fondamentale, protéger Eren. Peu importe la dangerosité ou la difficulté de l'obstacle, et quelle que soit son apparence intimidante, si la source de votre motivation est assez puissante, elle devrait automatiquement vous fournir le courage nécessaire pour affronter la menace, même si celle-ci semble colossale. Ce coup de pression nous enseigne qu'il ne faut pas prêter une importance excessive au titre, au palmarès, ou même à la réputation. Si votre source de motivation est suffisamment puissante, elle devrait vous fournir la force nécessaire pour surmonter rapidement vos peurs et vos appréhensions. Toutefois, il est important de procéder de manière réfléchie. Foncer tête baissée n'est pas la meilleure solution, mais avancer la tête relevée, là, c'est une autre histoire. En tout cas, quand je me dis que Mikasa ait réussi à faire flipper le titan colossal en personne d'un simple regard, ça me donne presque envie de le mettre top 1. Cette scène, mon dieu. Fin de la partie 2 de la saison 3, alors que l'on pensait que la tension s'était dissipée, nous avions probablement oublié la nature de l'attaque des titans. Le colossal et le cuirassé avaient été vaincus, Armin réduit à un charbon friable, et le bataillon ainsi que le major quasiment anéantis. Sans nouvelles de Rivaille depuis que les titans dirigés par le bestial l'ont chargé, c'est Eren qui prend les choses en main contre Sig, qui arrive sur le dos du charrette, alors que Bertholdt était sur le point de se faire tuer. Mais pendant une discussion entre Eren et celui qui manifestement dirige le bestial, une silhouette se dresse au sommet du mur. Les yeux blancs et le corps fumant, Rivaille se tient debout, observant la scène. Son regard vide semblait signifier que peu importe l'obstacle ou la dangerosité, il était prêt à tout anéantir. Après tout ce qu'il venait de vivre, un combat de plus ou de moins, c'était du pareil au même pour ce soldat qui semblait aux portes de la frénésie meurtrière. Glissant le long du mur sans se donner la peine de manipuler son équipement, comme si son corps agissait de son propre chef en mode automatique, le bestial subit son deuxième coup de pression de l'arc. Il abandonne immédiatement, comprenant instantanément que son adversaire n'abandonnera jamais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sérieusement? Regardez-moi cette tronche. Mais qui ne fuirait pas? On dirait Guts pendant l'éclipse. Le gars vient de terrasser le bestial, de se débarrasser de plusieurs titans sur un terrain plat sans relief, s'accrochant littéralement aux titans qu'il combattait s'en servant comme des points d'accroche pour les éliminer, et il revient, fumant et couvert de sang, alors qu'il est censé être soit mort, soit épuisé. Comment ne pas prendre la fuite face à un adversaire d'une telle envergure? La mise en scène est explicite. Rivaille semblait avoir l'air d'un titan à ce moment-là. Même après la guerre, son combat ne sera pas achevé tant qu'il n'aura pas vaincu celui qui a tué son ami. La leçon à retenir ici, ne vous arrêtez jamais. L'esprit incarné par le bataillon d'exploration regorge de valeurs et de qualités, dont l'une est de ne jamais s'arrêter avant d'atteindre son objectif. La difficulté et la peur sont des obstacles que le bataillon balayera d'un revers de la main, et Rivaille en est le plus grand représentant. Un coup de pression immense non intentionnel qui pousse Sig à fuir, abandonnant Bertholdt à son triste sort. Aïe 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 aïe, ce coup de pression est cataclysmique. Autant le gamin en moi a surkiffé Eren car il était beaucoup trop stylé, autant l'adulte a eu envie de l'insulter et a eu énormément de peine pour Hansi. Mais en même temps, je comprends ce coup de sang. Vraiment, l'attaque des titans ne nous facilite pas la tâche lorsqu'il est question de se positionner. Je ne vais pas discuter de la scène du miroir pour le moment, soyez rassurés, on aura de nombreuses occasions d'y revenir. Parlons d'abord de la situation initiale. Eren en prison, une nouvelle manifestation du danger qu'il représente, de la volonté du monde extérieur de l'enchaîner, mais surtout de l'image d'un Eren qui finira toujours par se libérer malgré les innombrables fois où on le mettra en cage. Un danger qui, au départ, ne dépendait pas de la volonté d'Eren, créant un parallèle entre le début et la fin de la série. Au début, Eren est jeté en prison, même si l'on sait qu'il a de bonnes intentions. Malheureusement, il ne contrôle pas encore son pouvoir de titan, et on le place en cage soit par précaution, soit parce qu'il s'est montré un peu réticent à l'autorité. Cette fois-ci, Eren est jeté en cage parce qu'il constitue une menace, et à ce moment-là, Eren semble libre et maître de ses actions. On peine à discerner de quel côté il se trouve désormais, et Eren semblerait presque devenir un ennemi, en tout cas il n'en a jamais été aussi proche. Un coup de pression monumental qui propulse l'œuvre vers une autre dimension, insufflant une empreinte et un ton encore plus sombre que ce que nous avions connu jusqu'à présent. Plus personne n'a d'alliés, ce qui plonge l'histoire dans une réalité sans merci. Cette scène instaure un climat glacial en dépeignant de manière poignante la tournure catastrophique et désespérée tant des personnages que du monde dans la série. Eren n'est plus un allié, le bataillon se fragmente, et le monde entier aspire à l'extermination de l'île du paradis. Elle constitue un parallèle saisissant entre les premiers instants où Eren était en cage, ignorant encore tout, et cette scène où il détient déjà toute la connaissance. On se doute qu'il est au courant de quelque chose, même si à cet instant précis, nous ignorons les
les détails de sa compréhension. Le point de vue narratif a complètement changé. Auparavant, l'attaque des titans pouvait prendre la forme d'un récit à la première personne, on avait accès aux pensées profondes des personnages, nous facilitant le processus d'adhésion et d'identification des protagonistes. Dans la saison 4, bien qu'à la fin de la série, Armin redevienne le narrateur omniscient, les points de vue semblent s'être évaporés. L'atmosphère a donc changé, et le fait de ne plus entendre les pensées d'Eren à la première personne, comme nous en avions l'habitude dans les saisons précédentes, renforce ce ressenti. Hansi adopte un ton différent lorsqu'elle s'adresse à Eren, tout comme ce dernier envers elle. Les relations ont évolué, engendrant une méfiance mutuelle. La tension est palpable, surtout lorsqu'Hansi, observant qu'Eren semble se parler à lui-même et craignant qu'il ne reprenne sa guerre solitaire, lui révèle qu'elle sait qu'il a refusé de sacrifier Historia. À ce moment, Eren lui coupe la parole, sous-entendant que malgré sa détention, c'est lui qui détient le pouvoir suprême et peut agir à sa guise. En confrontant Hansi à son impuissance, Eren la saisit brusquement, exprimant dans un accès de colère sa frustration, révélant ainsi une vulnérabilité à travers quelques éclairs. Reste à savoir s'il s'agissait d'une maîtrise délibérée, si le début de transformation était volontaire, ou si la frustration a simplement pris le dessus. Mais peu importe, Eren s'est vendu. Il venait tout juste de confesser à Hansi que s'il avait agi ainsi, c'est parce que c'était la seule solution qu'il avait trouvée, révélant par la même occasion l'incapacité de Hansi à trouver une alternative au problème, ainsi que son incompétence en tant que Major. Hansi, désespéré, réalise que le rôle de Major la dépasse, et regrette le flambeau que Erwin lui avait transmis. Un coup de pression à la fois puissant et dramatique, car au-delà d'être simplement une pression, Eren nous a tous mis un sacré coup de réalité. Alors lui, c'est l'un de mes favoris. La bataille pour reprendre Shiganshina et découvrir le contenu de la mystérieuse cave débute avec un choc pour le bataillon. Encerclés par une horde de titans et confrontés à l'assaut redoutable de Reiner, sous sa forme cuirassée, les soldats se retrouvent dans une situation critique. Reiner, déterminé à couper toute possibilité de retraite en s'attaquant aux chevaux, se voit contré par une brillante manœuvre d'Erwin. Ce dernier, conscient de l'importance cruciale d'Eren, mène une tactique audacieuse pour reprendre l'avantage. Ni une ni deux, Reiner grimpe le mur avec sa capacité de durcissement, et une fois sur le mur, il réalise que quelque chose ne tourne pas rond. À côté d'un Erwin impassible, il sent le danger imminent. Lorsqu'Eren se transforme soudainement et tente de s'échapper, Reiner comprend la ruse d'Erwin. Forcé de faire face à Eren, il doit abandonner son plan initial. Malgré son mécontentement, il reconnaît la supériorité tactique de son adversaire. C'est là toute la force du coup de pression d'Erwin. Quand vous maîtrisez vos compétences et que vous avez confiance en votre supériorité, aucune menace, aussi imposante soit-elle, ne peut vous intimider. C'est en travaillant pour atteindre cette position de force que même un adversaire redoutable comme le titan cuirassé peut être mis en échec. C'est pas le coup de pression auquel on s'imagine quand on pense à un coup de pression, mais la tension reste à son comble. Piégé par la stratégie implacable d'Erwin, il se trouve dans l'incapacité de se concentrer sur les chevaux, par peur de perdre Eren et de compromettre ainsi sa mission. Le regard déterminé d'Erwin révèle l'ascendant stratégique qu'il a su instaurer sur son adversaire, et Reiner en prend pleinement conscience. Ce n'est pas Eren, avec son potentiel de contrôler des titans, ni même Rivai, capable de terrasser n'importe quel titan, qui représente la plus grande menace, mais bel et bien Erwin Smith. Sa capacité à diriger et à orchestrer avec perfection son armée lui confère une puissance redoutable, exploitant chaque talent de ses soldats à leur maximum. C'est cette maîtrise tactique qui rend Erwin aussi monstrueux, car elle lui permet de défier même les ennemis les plus menaçants avec une précision impitoyable. Vous l'avez compris, il faut être astucieux et toujours anticiper. Comme on l'a vu dans l'introduction, un coup de pression peut revêtir différentes formes, et celui-ci se distingue dans notre liste, car il ne repose pas sur la peur directe ou une menace immédiate, mais plutôt sur le long terme. Son objectif est de rendre les efforts de Reiner vains s'il n'obéit pas à ses exigences implicites. Erwin ne fait rien d'autre que de regarder de haut un titan mesurant plus de 15 mètres. Comment cela est-il possible? Le cuirassé pourrait écraser Erwin en une fraction de seconde, et contrairement au combat entre Rivai et Sig, Erwin ne ferait clairement pas le poids face au cuirassé, surtout avec un bras en moins. Pourtant, c'est Erwin qui semble calme et en position de force. C'est un regard qui transmet à l'adversaire que, même dans son intérêt, il est contraint de suivre et d'obéir à sa volonté. Pas besoin d'en dire plus, réfléchissez bien et vous comprendrez que vous n'êtes pas à la hauteur. Reiner comprend et doit se plier à la volonté d'Erwin, se lançant à la poursuite d'Eren transformé en titan, abandonnant ainsi son plan initial de tuer les chevaux pour leur couper toute retraite. C'était une stratégie risquée, un pari risqué comme à son habitude, car Reiner aurait pu choisir d'ignorer Eren, mais cela aurait été à son désavantage. Forcer l'adversaire à vous suivre en lui laissant peu ou pas d'options pour s'échapper, le placer dans une position si inconfortable qu'il n'ait d'autre choix que de faire ce que vous attendez de lui, c'est ce qu'Erwin a brillamment réussi à faire pendant cette scène. Une stratégie qu'Erwin avait prévue et planifiée, créant une situation où il semblait diriger mentalement les opérations en fixant son adversaire, comme s'il avait ordonné à Eren de se transformer par télépathie. Aucune violence ni parole dans ce coup de pression, juste un seul regard. Imaginez un peu le niveau de confiance en soi et en son plan pour ne pas flipper devant le cuirassé, et être sûr de le faire détaler comme un lapin en un regard. Le caractère badass d'Erwin n'a décidément aucune limite. Comment parler des coups de pression dans l'attaque des titans sans évoquer celui-ci?
Le deuxième coup de pression de l'épisode 1, ça plante déjà le décor. Les titans pénètrent dans l'enceinte de Shiganshina, le titan colossal ayant détruit le mur. Eren et Mikasa se précipitent pour vérifier si leur foyer a été touché par des débris du mur. La maison est complètement dévastée et la mère d'Eren est piégée sous les décombres. Malgré des tentatives désespérées pour la libérer, un titan s'approche. C'est alors qu'Hannes apparaît et, animé par un élan de courage, promet à Carla de vaincre le titan et de la sauver, elle et les enfants. Et c'est là que commencent les festivités. Avant même que le combat ne commence réellement, il se termine. Hannes, complètement paralysé par la terreur que lui inspire le titan, s'arrête net, son courage s'évaporant en une fraction de seconde. Ni une ni deux, il fait demi-tour, prend les enfants de force avec lui, et prend la fuite, laissant Carla à son triste sort. Alors pourquoi c'est un coup de pression? Parce que cette tronche. Sérieusement, à part Erwin, Eren et Rivai dans ce bas monde, qui ne fuirait pas devant une abomination pareille? Une fois de plus, cette scène expose de manière frappante la nature singulière de l'attaque des titans. Dans un autre manga, Hannes aurait peut-être tout tenté et se serait peut-être sacrifié de manière héroïque. Cependant, ici, la fiction est rattrapée par la réalité. Malgré son statut de soldat, Hannes n'avait jamais été directement confronté à un titan. Maintenant, la réalité le rattrape. Si le mur venait à se briser, on se donnerait à fond. Ses paroles ne résonnent plus de la même façon dans le réel, et Hannes en prend conscience immédiatement. C'est dans ce type de scène que l'on réalise que les valeurs héroïques ne sont pas gratuites. Dans l'attaque des titans, le réalisme des réactions et des décisions atteint un niveau cinématographique, au point où l'on pourrait croire que les personnages ne sont que des acteurs cherchant à interpréter leur rôle à la perfection. Pour être un bon acteur, il faut savoir très bien jouer la comédie et ainsi se fondre dans la réalité. Les acteurs doivent nous faire oublier que nous regardons quelque chose qui n'est pas réel. L'attaque des titans réussit parfaitement ce défi, et la réaction d'Hannes transcende son format. Il n'est pas simplement un personnage secondaire prêt à se sacrifier pour assurer la survie des héros. Contrairement à l'utilisation habituelle des figurants ou personnages secondaires par les auteurs pour servir les personnages principaux, Hannes ne pense qu'à lui-même, et de ce fait, il ignore les catégories distinguant les personnages dans le scénario. Il souhaite survivre, et, de toute évidence, ne se considère pas assez fort pour affronter ce monstre. Ni une ni deux, sans hésiter, il prend la fuite, laissant son instinct de survie prendre le dessus. Cet aspect perdurera tout au long de la série. Qu'ils soient des personnages principaux ou secondaires, dans un univers en désharmonie permanente, peu importe votre rôle ou votre niveau d'importance, la réalité est implacable. Vous allez mourir salement, et l'auteur ne vous protégera pas, puisque son objectif est de faire de son œuvre un récit authentique. Car parfois, pour comprendre le monde qui nous entoure, il est peut-être plus facile de l'apprendre en lisant une histoire. Cette fois-ci, on va apprendre de celui qui subit la pression, à savoir Hannes. Habituellement, celui qui exerce une pression sur son adversaire active des leviers intéressants pour obtenir l'avantage, que ce soit sur le plan psychologique ou stratégique. Cependant, ici, l'apprentissage vient de celui qui subit la pression, car dans la vie, malgré tous vos efforts, vous ne serez pas toujours en position de force. Il est important de rappeler que l'attaque des titans aspire à se rapprocher du réel, et la réaction d'Hannes, bien que semblant lâche, est pragmatique. Savoir abandonner, c'est démontrer le recul nécessaire, qu'il soit motivé par la peur ou autre, pour pouvoir faire demi-tour et se préparer pour le prochain combat, ou tout simplement pour assurer sa survie comme dans le cas présent. Il peut être crucial de reconnaître le moment de la défaite, que ce soit pour survivre comme Hannes l'a compris, ou même pour passer inaperçu et paraître inoffensif, afin de frapper au moment propice. Dans ce cas, Hannes a réalisé qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde, et sa décision était plutôt logique. Il vaut mieux que je sauve d'abord les enfants et moi-même, car si je meurs en affrontant ce titan, alors les enfants, en plus de perdre leur mère, seront voués à leur sort. Savoir renoncer au bon moment, mettre de côté sa fierté pour élaborer un nouveau plan, peut s'avérer une solution viable à long terme, mais cela doit être appliqué lorsque la situation est critique. Un coup de pression terrifiant, aux conséquences lourdes pour la suite des événements. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, considérez cette vidéo comme la première partie du top des coups de pression de SNK, car comme vous vous en doutez, il en reste beaucoup, et on est encore loin du véritable top 1 de ce classement. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye.